Bonjour à tous, nous sommes en janvier 2020. Une année s'est achevée et avec elle, toute une décennie. Et pour tourner la page une bonne fois pour toutes sur l'année qui vient de s'écouler, il est l'heure de faire le bilan de cette dernière. Et ça tombe bien car on va commencer ici et maintenant avec le classement des 10 films qui, à mes yeux, sont les 10 pires films de 2019. J'ai vu au total 53 films, ce qui implique que j'ai fait la passe sur beaucoup de films sortis cette année. En vrac, je pourrais vous lister The Dead Don't Die, que je n'ai pas vu, et qui semble diviser énormément le public comme la critique. Je ne me suis pas infligé non plus tous les mauvais films d'horreur de l'année, exit donc le très mal traduit La Malédiction de la Dame Blanche, mais également Black Christmas, Countdown, The Silent ou autre Annabelle 3. On peut aussi citer dans les mauvais films que je me suis évité le très moqué Cats qui, même avec énormément d'indulgence, ne m'attirait absolument pas. Et dans les mauvais films que j'ai évités cette année, il y a aussi les traditionnelles comédies françaises à très mauvaise réputation, du style All Inclusive, Tanguy le Retour, Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu et j'en passe. Et sinon plus en vrac, je n'ai pas vu Godzilla 2, je n'ai pas vu After chapitre 1, et aussi et surtout, je n'ai pas vu Le Roi Lion. Dès la première bande-annonce, j'avais dit que ce film serait un copier-coller sans saveur et inutile au possible, je l'avais même dit en début d'année dernière, et au vu de la grande majorité des retours, j'avais raison. Mais sincèrement, ça a vraiment étonné quelqu'un ? Je veux dire, c'était prévisible à 10 putains de kilomètres ! Mais bref, reste que malgré tous ces films à mauvaise réputation que j'ai évités, j'ai tout de même pu regrouper 10 films que je ne considère vraiment pas comme de bons films, et qui n'ont pas volé leur place ici. Commençons tout de suite, mon flop 10 de 2019. Numéro 10, Men in Black International. Honnêtement, celui-ci n'a pas grand chose de mauvais. L'histoire est convenue mais correcte, les acteurs sont bons, les FX sont de bonne facture, et dans l'ensemble c'est plutôt divertissant. Mais où est le problème alors, me direz-vous ? Eh bien, le problème est que le film est très probablement la meilleure définition de ces dernières années du film de producteur. Au sens où c'est un film lisse, propre, y a pas un pet qui dépasse, tu manges ton popcorn devant sans bouder ton plaisir, mais au moment même de sortir de la salle de cinéma, bam, tu passes à autre chose direct dans ce que tu viens de regarder et sans âme. Les suites de Man in Black réalisées par Barry Sonnenfeld ont peut-être une sale réputation, personnellement je les aime bien, mais au moins on ressentait clairement son style dans ces films. Il y avait clairement une patte identifiable. Là où Man in Black International se contente d'être bien fait sans chercher à dégager la moindre personnalité. C'est dommage. Numéro 9, Spider-Man Far From Home. Plus le temps passe, plus je suis divisé par rapport à ce film. En effet, quand je suis sorti de la salle de ciné, je me suis dit qu'on était encore loin d'égaler l'une des 3 autres versions du teaser que l'on a pu voir dans une salle de cinéma, mais j'ai senti que comparé à Spider-Man Homecoming, on avait eu droit à un Spider-Man avec enfin un peu de développement. Il aura fallu attendre le deuxième film et la mort de Tony Stark pour que cela arrive, mais c'est là. Et je viens de mettre le doigt sur le problème majeur du film sans que vous en rendiez compte. Car le film a beau être un film Spider-Man, tout tourne autour de Tony Stark. Alors vous allez me dire que le fait que Spider-Man porte l'héritage d'Iron Man sur ses épaules est un thème central au film. Oui, mais il y a une différence entre exploiter un thème, avec certes quelques scènes très réussies à ce sujet, et rapporter absolument tout à Tony Stark. Le meilleur exemple à ce sujet c'est Mysterio. Et attention spoiler, Mysterio dans ce film est introduit de manière très classe. Il se présente comme un magicien tout droit venu d'une autre dimension. Déjà ça le rend iconique, mais au milieu du film, on révèle que tout ça n'était que pure connerie et qu'en fait Mysterio n'est qu'une invention de plusieurs anciens employés de Tony Stark et que tout cela n'était qu'un moyen pour eux de se venger de Tony Stark. Ce qui fait qu'on passe d'un méchant iconique propre à Spider-Man à un méchant bateau très oubliable lié à Tony Stark. Vous refaites le coup du mandarin de Iron Man 3 mais sans que ça ne soit réfléchi comme il faut. Et tout le film est comme ça. On part sur de bonnes idées qui en amènent des mauvaises, qui parfois éventuellement en amènent des bonnes. C'est un ping-pong constant et à force assez agaçant. Rajoutez à ça la mise en scène bateau, le côté teenager toujours aussi peu agréable et l'absence d'iconisation pour Spider-Man comme pour Mysterio du coup, et cela fait que malgré certes une nette amélioration par rapport au premier film, les erreurs et autres choix douteux sont bien trop présents pour que je le considère comme un bon film. J'ai laissé sa chance au post-endgame qui à mon sens n'avait pas lieu d'être, et ils ont échoué. Numéro 8, Kim Possible. Alors qu'on se mette d'accord tout de suite, Kim Possible fait partie des 3 meilleures séries que Disney Channel ait pu créer, avec Phineas et Ferb. Et dans les 2 cas on a un Donna Reignoux. Mais bref, j'adore cette série. Et même si le fait que le concept fut adapté en téléfilm Disney Channel annonçait plus un nanar qu'autre chose, j'étais quand même curieux de voir ce que donnerait le résultat. Et en effet, Dieu que c'était nanardesque. Si les acteurs ont été plutôt bien choisis et que les costumes ont été plutôt bien réussis,
que la reprise du générique de la série est plutôt sympa et qu'il y a un peu de recherche au niveau des chorégraphies des combats, Dieu que le reste est raté. Les décors sont plats, les FX sont au rabais, le film se prend beaucoup trop au sérieux alors que, de 1, tout le concept de la série, c'est justement de ne pas être sérieux mais de créer tout un décalage comique entre le sérieux de certaines situations et le fait que l'héroïne s'en sorte toujours parce que... Elle s'appelle Kim Possible parce que rien ne lui est impossible. Et de 2, comment vous voulez être pris au sérieux quand votre scénario ressemble à celui d'Austin Powers 2 ? Une parodie ? Si ce film m'aura permis de vous conseiller cette excellente série qui est Kim Possible, c'est une bonne chose. Mais si vous voulez plus un nanar, vous trouverez peut-être votre compte avec ce film. Mais je vous le conseille pas. Numéro 7. Escape Game. Franchement, ce film me fait de la peine. Escape Game avait le moyen d'être véritablement un bon film. Le concept, en plus de surfer sur une tendance récente, avait les moyens d'être créatif visuellement tout en jouant avec cette manie que l'on a de constamment chercher l'adrénaline et des sensations. Mais au final, on a juste droit à un film générique qui ne fait pas peur une seule fois et qui repose sur des clichés pour ses personnages et qui crée un antagoniste si puissant et omnipotent que cela en devient ridicule. Alors oui, il y a de la recherche dans un ou deux décors avec un concept intéressant, et il arrive à rendre attachant 2 personnages. Bon, pour mieux les tuer dans l'irrespect le plus total après, mais 2 personnages attachants, c'est déjà ça. Mais au final, le film est juste ennuyeux et ou ridicule tant ça se limite dans l'exploitation du concept, tout en compensant ça avec une menace tellement too much que ça en devient parodique. Escape Game est raté, et ce ne sont pas ces quelques rares éclats de pertinence qui l'auront sauvé. Numéro 6. Dumbo. J'en ai déjà parlé en vidéo et je maintiens tous mes propos envers Dumbo. Je voulais vraiment croire que ce remake live Disney serait bon et suffisamment frais et neuf pour se détacher de la mauvaise image que j'ai des remakes live de la compagnie aux grandes oreilles. Mais non. Le film a beau ne pas tomber dans le piège du décalcage, ces nouveaux personnages sont quasi tous inintéressants, le film est rythmé avec les pieds, ce qu'il apporte au film d'animation est peu pertinent et ce qu'il en reprend est raté. Mais les quelques bons points du film, notamment la relation entre Dumbo et sa mère, l'atmosphère globale du film et quelques personnages avec un peu de développement bien fait, auraient pu faire pencher la balance en faveur du film si un dernier point n'avait pas achevé de me faire détester ce film, Dreamland. J'en avais déjà parlé en disant que rien ne se dégageait de Dreamland, ni charme, ni féerie. Et en combinant ça avec le fait que Dreamland serait une critique des parcs Disneyland et donc de Disney de manière plus générale, je trouve ça minable. Car c'est quoi le message à part ça ? Ouais, on va montrer aux gosses que Disney, c'est que de l'illusion, en fait. On va leur montrer que la vraie vie, elle est froide et cruelle, tu sais. Mais vous savez quoi ? On le sait que Disney et Disneyland, ce n'est pas le réel. Mais quand quelqu'un va à Disneyland ou dans un parc du genre, le but du jeu, c'est de rentrer dans une bulle qui, le temps d'une journée ou plus, est censée te faire oublier tes problèmes de tous les jours. Et on le sait que ce n'est pas le réel, mais on s'en fiche, car c'est une bulle de convivialité. Et critiquer ça comme un débile en mode tout ça c'est purement capitaliste, que des trucs à acheter. Moi je m'amuse pas, hein, c'est que du fake ici, regarde. Ça c'est un mec déguisé. Et là, tu crois vraiment que tu vas aller dans l'espace ? C'est du fake tout ça, c'est du plastique. Et ça c'est quoi ? T'as déjà vu un fantôme garagiste ? Il fait même pas peur, c'est du fake tout ça. C'est minable et faussement mature. Numéro 5. Terminator Dark Fate. Alors, Terminator Dark Fate est un cas très particulier. En effet, le film est un divertissement qui peut s'apprécier sans trop de mal, mais qui reste rempli de problèmes principalement scénaristiques et de fanservice maladroit. Mais ce qui en fait véritablement un mauvais film, c'est le fait qu'il s'impose ensuite légitime de Terminator 2 de James Cameron, alors qu'il existe déjà un Terminator 3. Cela en fait un film certes maladroit mais appréciable en lui-même, mais horriblement prétentieux en tant qu'opus de la saga Terminator. Et outre le cas de Terminator Dark Fate, je ne comprends pas et surtout je ne cautionne pas cette mode de vouloir réécrire des sagas, mais que partiellement. Genre le Halloween de David Gordon Green qui annule toutes les suites du Halloween de John Carpenter, le projet d'Alien 5 de Neil Blomkamp qui se veut comme une suite à Aliens, etc., etc. Et je trouve que ce genre de projet de base pose problème, car même si pour certains spectateurs on gagne au change, le fait de ne pas pleinement assumer le fait de rebooter ses franchises, mais seulement une partie, comme ça on prend pas trop de risques à toucher aux films cultes, ça démontre un cruel manque de couilles tout en chiant sur le travail, qu'il soit bon ou mauvais, apporté sur tous les films que vous remplacez. C'est limite écœurant comme comportement. Et pour en revenir à Terminator, outre ce problème, je pense sincèrement qu'après 2 films de trop, cette saga doit s'arrêter. Visiblement, elle ne sert plus qu'à offrir des chèques à James Cameron pour qu'il fasse la promo des films et à prouver qu'Hollywood ne sait pas gérer cette saga. C'est navrant.
Numéro 4. Six Undergrounds. Six Undergrounds est le cas parfait pour expliquer quel est LE problème de Netflix. En effet, Netflix laisse carte blanche aux réalisateurs pour attirer des grands noms pour qu'ils puissent remplir leur catalogue et vendre un film sur un grand nom. Et le problème est là, c'est que Netflix se moque de la qualité de ses films tant qu'ils remplissent le catalogue. Car quasiment rien ne va dans Six Undergrounds. Avec ce film, Michael Bay a été complètement en roue libre et il est clair que la copie était à vérifier et à retravailler. Car là, le film est un tel bordel, que ce soit en termes de montage, de changement de temporalité ou même de narration, que l'on a plus l'impression que ce dernier subit le style de Bay plus que d'y adhérer. Rajoutez à ça que Ryan Reynolds, tout particulièrement dans ce film, s'enferme dans son rôle à la Deadpool, au sens où tu as vraiment l'impression qu'il ne sait plus jouer que ce type de personnage, ainsi qu'une bonne partie des autres personnages beaucoup trop peu développés pour qu'on puisse s'y attacher véritablement, et tu te retrouves devant un globi-boulga dans lequel tu ne te sens jamais impliqué, malgré quelques scènes d'action bien pensées. Numéro 3. Royal Corgi. Et pour cette médaille de bronze, nous avons droit à l'animation dans toute sa pauvreté la plus absolue. Ne passons pas par quatre chemins, ce film est d'une médiocrité affligeante. Une histoire vue et revue tellement de fois que dire que ce schéma narratif est un cliché serait un euphémisme. L'humour qui se moque des habitudes prout-prout des Anglais ou de Trump, ça peut faire rire 2 minutes, mais sur tout un film entier, c'est lourd, bordel. Ça et des sous-entendus sexuels absolument hors de propos. Et putain de merde, il y a un détail avec la musique qui me déprime, vu qu'en effet, elle a été composée par Ramin Djawadi, un des meilleurs compositeurs actuels et à qui on doit entre autres ça. Et c'est désolant car, même si j'ai appris que ce n'était pas la première fois que Ramin Djawadi collaborait avec ce studio d'animation, la musique de ce film est clairement insipide. Je comprends pas ce film. Je comprends juste pas ce film. C'était pas bon. C'était vraiment pas bon. Et on passe au numéro 2. Numéro 2. Polar. Polar, j'en ai déjà parlé, alors je vais faire simple. Contrairement à ce que tout le monde s'est amusé à dire, Polar n'est pas un film à la John Wick. Polar n'est même pas un sous-John Wick, Polar n'est qu'un actionneur raté qui essaye de jouer sur 2 tons qui ne collent absolument pas, à savoir le sérieux iconique et le fun nerveux, bourrin et un peu couillon sur les bords. Polar est mauvais car il en fait toujours trop. Son héros peut encaisser des jours entiers de torture, les bagarres à seul contre tous, le froid hivernal d'une nuit tout en étant à poil en jouant les tueurs professionnels, avoir un œil crevé et j'en passe, et rester constamment sans faiblir jusqu'à ce que ses limites déjà bien tolérantes ne soient dépassées. Non, je suis désolé, c'est trop gros et ça ne marche pas. Je veux bien que consensus d'incrédulité parce que c'est un film avec un univers graphique tiré d'un comics et blablabla, mais au bout d'un moment, quand le film en fait trop, il en fait trop. Et malgré une BO plutôt cool et un tandem Mads Mikkelsen, Vanessa Hudgens qui s'en sort du mieux qu'il peut dans ce foutoir constamment hétérogène, ça reste un film raté qui n'a eu droit à son quart d'heure de gloire sous les projecteurs juste parce que des gens se sont crus pertinents de le comparer à une saga d'action bien plus compétente. Mais vous savez ce qu'il y a de pire que de s'accrocher au succès de meilleurs films que soi ? Remplacer un possible bon film par une énorme merde. Numéro 1. Hellboy. Quand je pense qu'on a refusé à Del Toro un Hellboy 3 pendant des années pour finalement remplacer ce projet par ça. Hellboy de Neil Marshall est très sincèrement le film de super-héros le plus embarrassant de ces dernières années. Le premier mot qui me vient à l'esprit pour le qualifier, c'est pathétique. Je n'ai jamais vu un super-héros ou un anti-héros ou un surhumain ou toute autre entité surnaturelle aussi pathétique qu'Hellboy dans ce film. On parle quand même ici d'un démon tout droit sorti du tréfonds des enfers qui pendant 90% du temps se fait bolosser par littéralement tout le monde. J'exagère même pas en plus, putain. Bordel, on se plaint de Marvel qui formate ses films, mais au moins ils n'oublient pas d'iconiser leurs personnages. La plupart du temps en tout cas. Aussi bon Dieu que ce film est horriblement moche. Rien dans ce film n'est stylistiquement bien fait. Soit ça a l'air inachevé, soit c'est ridicule, soit c'est juste vomitif. Aussi putain qu'est-ce que ça joue mal dans ce film. En particulier Mila Jovovich. Je n'ai rien contre elle en particulier, mais dans ce film c'est une véritable catastrophe d'acting. Aussi à toutes les personnes qui se sont plaintes du soi-disant non-respect des mythes et légendes arthuriennes concernant le très sous-estimé roi Arthur de Guy Ritchie, par pitié, regardez ce film et osez tenir le même discours. Car ce film chie littéralement sur tout cet univers arthurien qui n'a absolument rien à faire ici et qui n'a aucun foutu sens.
Et merde, vous savez c'est quoi le pire avec ce film? C'est qu'il n'assume qu'à moitié le fait d'être un reboot, car à la manière de l'incroyable Hulk, il ne prend jamais le temps de présenter l'univers qu'il dépeint ou ses protagonistes, comptant sur le fait qu'on connaisse déjà tout ça, ce qui a encore moins de sens que dans l'incroyable Hulk, car là on pouvait croire à une possible suite reboot jusqu'au cliffhanger annonçant une suite qui fait s'effondrer le peu de probabilité que ce film soit un putain de Simili Hellboy 3 et... Bordel, mais comment peut-on faire et valider un film aussi incompétent dans littéralement tous les sens du terme? Allez vous faire enculer! Putain, ça fait du bien de gueuler un bon coup quand même. Voilà, c'était mon classement des 10 pires films de l'année, j'espère que ça vous aura plu. Je suis très curieux de découvrir vos pires films, alors n'hésitez pas pour le coup à me les mettre dans les commentaires. Et je vous invite à continuer ce bilan avec moi, avec le bof film. Et si vous me quittez dès maintenant, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Et n'oubliez pas de mater des films, et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao! Continue. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Game over.